Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 25 avril. Pour renforcer la sécurité quotidienne, le gouvernement propose de nouvelles restrictions aux ventes d'armes. Les rendez-vous de l'urgence, un congrès national aujourd'hui qui donne l'occasion au personnel des services d'urgence de raconter leurs très mauvaises conditions de travail. Des milliers d'actionnaires du groupe suisse SR Group détenant AOM, Air Liberté et Air Littoral réunis en assemblée générale pour constater des pertes très inquiétantes. 15 ans après l'explosion de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, nouvelles enquêtes scientifiques sur les retombées du nuage, exemple en Corse. Le paludisme est un véritable fléau mondial. 1 million de personnes dans le monde en meurent chaque année. 9 cas sur 10 surviennent en Afrique noire. Carmen de Bizet, version franco-marocaine pour terminer cette édition. Un spectacle en coopération proposé à Marrakech et dans plusieurs villes au Maroc avant la France. C'est dans un hangar d'avion de l'aéroport de Zurich que la direction du groupe suisse SR Group, détenant Swissair, mais aussi AOM, Air Liberté et Air Littoral, que se sont réunis plusieurs milliers d'actionnaires de la société. Les pertes sont très importantes et les suppressions d'emplois pour les compagnies françaises pourraient être de 2700. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Christian Gallet. 5000 actionnaires réunis dans un hangar à avion et entre leurs mains, l'avenir de plus de 7000 salariés français, ceux d'AOM, d'Air Liberté et Air Littoral. L'issue ne fait pourtant plus guère de doute. La direction de SR Group a d'ores et déjà annoncé vouloir se désengager des trois compagnies en leur laissant 500 millions et un sursis de 2 mois. Dans la salle, les syndicalistes venus spécialement en Suisse ne peuvent que se résigner. Vous savez, les salariés en France qui aujourd'hui vont attendre pendant 2 mois, vont vivre 2 mois d'enfer, vont vivre 2 mois avec plan de restructuration, plan social, pour un projet qu'ils ne connaissent pas parce qu'on ne nous l'a jamais donné. Donc on va se battre en fin de compte avec 500 millions sans savoir où on va être comme un avion dans la brume sans instrument. Les Français entendaient pourtant faire du bruit aujourd'hui et alerter des actionnaires suisses venus nombreux demander des comptes sur les pertes du SR Group, près de 3 milliards de francs l'an dernier. Ça vous semble mal géré? Plutôt, oui. Ah ben plutôt, oui. Parce que si moi j'aurais géré mon commerce pareillement, je ne serais pas ici. Ça. Pourtant, à l'intérieur, les actionnaires s'intéressent bien vite à toute autre chose que les longs discours des dirigeants qui laissent souvent dubitatifs. Je pense que c'est une honte. L'an dernier, ces mêmes dirigeants nous affirmaient que tout allait pour le mieux. C'est totalement faux. Mario Corti, le PDG de Swissair, n'a pas encore annoncé sa stratégie globale, mais pour les compagnies françaises, l'avenir est de plus en plus incertain. Et le bilan, Jean-Bernard Schmitt, vous avez assisté tout au long de cette journée à cette assemblée. Quel est le bilan ce soir ? Alors le bilan pour l'instant il n'y en a pas, Claude, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, l'Assemblée Générale continue. Mais ce qui est sûr, c'est que le sort d'AOM et d'Air Liberté est d'ores et déjà fixé. On a peu de précisions. Ce que l'on sait, c'est que jusqu'au 30 juin 2001, les actionnaires des compagnies continueront à injecter les capitaux jugés nécessaires, c'est-à-dire 500 millions de francs, et puis après, plus rien. Alors, d'ores et déjà, le PDG d'AOM et d'Air Liberté, Marc Rochet, a convoqué pour après-demain un comité d'entreprise extraordinaire et il devrait y débattre avec les syndicats d'un plan de restructuration. Ce plan, les syndicats le chiffrent à 1,6 milliard de francs et surtout, il va nécessiter la venue d'un repreneur. Et là-dessus, pour l'instant, on ne sait absolument rien. Et Air France avait fait part éventuellement de son intérêt. Est-ce qu'on en a parlé aujourd'hui à Zurich ? Non, pour l'instant, on n'en a pas parlé, comme on n'a pas parlé de la position d'Ernest Antoine Sellière, des actionnaires français. Pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Le PDG de la compagnie attend de se prononcer et attend surtout le vote des actionnaires. Merci Jean-Bernard. L'échec annoncé d'AOM, Air Liberté et Air Littoral repose la question de la viabilité d'une alternative à Air France. Le monopole de cette compagnie peut-il être battu en brèche sans risque économique? Tentative de réponse avec Stéphane Despinois. Pas facile d'exister face au mastodonte Air France. Le marché aérien français a beau être le plus important en Europe, il faut des reins solides pour s'imposer. La concurrence est d'autant plus rude qu'il faut aussi compter avec le TGV. Le réseau ferroviaire a quelque peu bousculé le paysage aérien. Et lorsque 3 opérateurs se disputent une même destination, l'un d'eux capitule. C'est le cas d'Air Liberté à Bordeaux et peut-être bientôt à Marseille. Bref, les challengers d'Air France ne se bousculent pas.
Il est extrêmement facile de perdre beaucoup d'argent parce que en matière de transport aérien, on est vulnérable à la croissance, on est vulnérable encore une fois au pétrole, on est vulnérable à des tensions sociales. Donc il y a un certain nombre d'investisseurs qui, pour toutes ces raisons-là, sont assez réticents. Si le second pôle aérien n'existe pas en métropole, il est une réalité pour les dom-tom. Exemple sur La Réunion ou Papeete, AOM et Air Liberté se défendent bien face à Air France. Il n'y a donc pas vraiment de risque de retour au monopole. Ce qui est important pour le client, dans tous les domaines, c'est qu'il y ait un choix, c'est qu'il y ait de la concurrence. Ce qui me semble fondamental, il doit y avoir Air France, et Air France se développe, et qu'il y ait toute une série de concurrents. Pour survivre, Air Liberté table sur les dom-tom bien sûr, mais aussi sur les vols charters. C'est une activité qui n'est pas très développée en France. Or, les voyagistes ont besoin de sièges pour les destinations soleil. Pour AOM et Air Liberté, ce serait un peu un retour à la case départ. Le conseil d'administration de Moulinex se tenait aujourd'hui au siège du groupe à La Défense, dans les Hauts-de-Seine. Les comptes annuels devaient être dévoilés et demain, le comité central d'entreprise connaîtra la réalité d'une restructuration où 3 usines seraient supprimées. Les salariés concernés étaient aujourd'hui venus manifester à Paris. Un reportage Peggy Leroy et Nathalie Gallet. La pluie peut tomber, leur détermination reste intacte. Ces salariés de Moulinex viennent d'Alençon, ils sont les premiers arrivés à La Défense. Et devant le siège de l'entreprise, ils ont trouvé des employés de l'U pour chanter le même refrain. Enfin, le soleil est arrivé et avec lui 200 autres collègues venus de Normandie et du Nord. Tous aussi déterminés, mais déjà presque blasés, certains en sont à leur 3e plan social en 5 ans. On en a perdu combien, nous, à Falaise, déjà hein? On était 1000, on est plus que 308. Hein. Alors, vous savez, maintenant, on ne s'attend pas à grand-chose. Hein. Aujourd'hui, 2900 emplois sont menacés, 3 usines pourraient fermer. C'est en tout cas ce qui serait prévu dans le plan de restructuration présenté cet après-midi aux actionnaires. Les syndicats ont été reçus par la direction pour demander le retrait de ce plan. La délégation est revenue bredouille, mais déterminée à contester les suppressions d'emplois proposées par le nouveau directeur. Dès qu'un directeur arrive, c'est toujours le plan de la dernière chance. Jules Coulon nous l'a fait en 96, Pierre Bléon nous l'a fait dans la foulée. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il nous dit voilà, il y a une petite maladie, il faut couper un bras ou 2 bras, couper une jambe, savoir boiter un petit peu, et puis demain ça ira mieux. Ça, nous n'y croyons pas. Les manifestants sont repartis en début de soirée, déçus de ne pas avoir rencontré Patrick Puy, président de Moulinex Brandt. Demain, des débrayages sont prévus dans plusieurs sites avant l'annonce officielle du plan de restructuration par la direction. La sécurité quotidienne des Français fut l'un des enjeux des dernières élections municipales. Et c'était aujourd'hui l'objet d'échanges vifs à l'Assemblée nationale, alors que le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, proposait l'examen d'un projet de loi sur ce thème. Dans ce projet, la vente, la détention d'armes sont réglementées plus sévèrement, ce qui déplaît aux chasseurs et aux armuriers. Ceux-ci sont souvent mal considérés. Ainsi, au mois de janvier dernier, l'ouverture d'un magasin d'articles de chasse près de la cité des Tarterets, à Corbeil-Essonnes, fut l'occasion d'une belle empoignade. Reportage Pascal Doucet-Bon et Aurélie Legrand. Ce magasin aurait-il ouvert avant le vote de la nouvelle loi? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, ce marchand d'articles de chasse et de randonnée de Corbeil, bien trop célèbre à son goût, affirme faire de bonnes affaires, dont 12% environ avec les armes à feu. Il y a 4 mois, son lancement a été beaucoup plus chaotique. À l'époque, une centaine d'opposants manifestent leur inquiétude sur fond de campagne municipale. L'armurerie, disent-ils, est un danger pour le quartier. La cité des Tarterets est toute proche, tout comme un lycée et un collège. Le souci, c'est que les gamins puissent sortir du collège en évitant de passer entre les balles. Gouvernement et majorité n'ont jamais caché le lien qu'ils établissaient entre cette affaire et le volet armes du projet de loi. Les préfets peuvent désormais refuser l'ouverture d'une armurerie si son emplacement est jugé trop sensible. La loi dit de façon assez large les risques de troubles qu'il peut y avoir à l'ouverture de ce type de commerce. Et là encore, on considère qu'ouvrir une armurerie n'est pas un commerce anodin. De quoi faire bondir les professionnels, d'autant que la loi prévoit aussi l'interdiction de vendre des armes et des munitions par correspondance. Alors les lobbyistes de l'armurerie, de la chasse et du tir sportif ne décolèrent pas. Ça veut dire que des centaines de milliers de personnes vont être obligées d'aller acheter une fois tous les 6 mois des munitions dans leur armurerie et faire des stocks de munitions considérables, ce qui va exactement à l'encontre de la volonté du gouvernement. Cette question de la vente par correspondance semble être la plus sensible du débat.
Les professionnels comptent sur les députés et sur les sénateurs pour amender le texte. Outre ce problème des armes, les députés évoquaient cet après-midi l'angoisse de leurs concitoyens devant la multiplication des délits commis par des bandes. Affaires de drogue, échange de coups de feu, les habitants de certaines cités sont excédés et les équipes de la brigade anticriminalité de Paris sont constamment sollicitées. Voyez le reportage d'Audrey Goutard, Philippe Turpot et Yann Moine. Quartier Flandre à Paris, il est 22h. 5 policiers de la BAC traquent une bande. Elle s'est réfugiée dans la cité. Les insultes fusent. Pour les policiers, pas question de perdre la face. Contrôle et arrestation des membres de la bande. Contrôle aussi de ceux qui les insultent, de l'autre côté du trottoir. Et même de leur famille. Tourne, tu regardes le mur là. Okay. C'est vos fils là? Oui, ce sont vos deux fils là qui nous insultent quand on est dans la cité là. Non, jamais. Je vous les faites rentrer s'il vous plaît, sinon je les emmène au poste, je vais rien chercher tout à l'heure. Je vais les emmener. Pourquoi? Parce que je vous le dis. Oui, il y en a dehors. Oui. Chaque soir, les hommes de la BAC traquent les bandes des quartiers nord de Paris. Elles règnent en maîtres sur leur territoire. Et même à Paris, elles le défendent à coups de feu. Il y a eu des règlements de compte entre bandes avec des échanges de coups de feu de part et d'autre. Surtout notamment entre le plus marquant, les deux derniers, il y a à peu près 2 mois de ça. C'était entre les bandes du 19e et du 20e arrondissement. C'est des lieux de rendez-vous qui sont donnés soit par leur téléphone portable ou tout à fait par hasard. Une bande qui descend d'une cité, par exemple, d'un arrondissement, qui descend sur l'autre. Et là, on assiste au coup de feu. Pour Jean-Luc, le trafic de drogue est à l'origine de cette guerre sans merci. Un trafic qui se fait en plein jour, aux yeux de tous. Est en train de se faire là. Ouais, reçu. Le client est toujours Herman Lachapelle? Ouais, affirmatif. Hein. Il y en a un qui rentre dans le bar, il va falloir faire très vite pour le récupérer. Reçu. Mais l'interpellation ne donnera rien, on ne trouve pas la drogue sur eux. Quelques heures plus tard, c'est le même scénario, un manège insupportable pour les riverains. Ce qu'on veut, c'est vivre tranquillement, c'est tout. Les interpellations sont faites régulièrement dans le secteur, et ça ne les empêche pas de revenir. Donc à partir d'un certain moment, à partir du moment où nous on a contrôlé, interpellé, rédigé les procédures, le reste, on n'en est plus maître. Donc où est la solution? Quelle est la solution? Je vous le demande. Voilà. Dernière arrestation de la soirée. Cette fois, c'est une bande qui a volé un scooter. Ce n'est pas la première fois qu'ils les arrêtent, et sans doute pas la dernière. Les 2 jeunes conduits au commissariat ce soir-là seront relâchés le lendemain et reconduits dans le foyer dont ils s'étaient échappés. Les rendez-vous de l'urgence, c'est le titre d'un congrès national qui se tient à Marne-la-Vallée. Les médecins, les personnels urgentistes se saisissent de cette occasion pour dénoncer les conditions d'accueil dans les services d'urgence des hôpitaux. Exemple avec le reportage au CHU de Nantes, réalisé par Delphine Orviller et Guillaume Michel. 30 personnes chaque jour sont transportées ici dans la plus grande hâte. Mais une fois franchie la porte des urgences, c'est une longue attente qui commence. Les infirmières qui les accueillent tentent d'évaluer la gravité de leur état et de gérer au mieux leur angoisse. On leur donne le maximum de confort, le temps qu'ils soient pris en charge, quoi. Parce que c'est long, hein. Là jusque-là, il y a au moins 6 heures d'attente. Ouais. 6 heures d'attente, parfois pour faire simplement quelques mètres et rejoindre dans un autre couloir une autre file d'attente. Par la force des choses, on devient patient avec l'âge. Hein. Et puis la maladie aussi, parce que la maladie m'a appris aussi à être patient et à supporter. Jean-Claude est malade du cœur et son état a empiré. Il a dû patienter 4 heures avant d'être enfin reçu par un médecin qui constate la gravité de son cas. Il va être hospitalisé. Immédiatement, il aura une place? Quelle question. Eh bien, nous allons voir si nous trouvons une place dans le service de cardiologie pour vous aujourd'hui. Trouver une place dans un service, c'est le principal problème des urgences. Plus que le manque d'effectifs, c'est le manque de lits d'hôpitaux libres qui ralentit l'accès aux soins et désespère le personnel médical. Sur les 800 lits de l'hôpital de Nantes, 45 seulement sont réservés aux urgences. Dans d'autres hôpitaux français, la situation est parfois pire. Faute d'une réorganisation générale de l'hospitalisation et de moyens supplémentaires, les patients des urgences n'ont pas fini d'attendre. Un mois après le début des intempéries qui ont touché la baie de la Somme, non seulement la situation des habitants ne s'arrange pas, mais des remontées de nappes phréatiques provoquent de nouvelles destructions. Reportage dans le village de Bouchon, c'est entre Fontaine-sur-Somme et Amiens, avec Fabrice Hauss, Alban Mikosi et Yann Moine.
À Bouchon, on pensait être épargné par les inondations. Le village est sur les hauteurs et la Somme passe à plus d'1 kilomètre d'ici. C'était sans compter les nappes phréatiques. Saturées, elles sont remontées à la surface. L'eau sort sous les maisons, en dessous des maisons. C'est gorgé d'eau partout. La preuve, ce béton là est en train de se fendre, de laisser échapper l'eau. Donc ce qu'on craint, c'est quand l'eau va se retirer, ce qui va se passer. Depuis un mois, les habitants de Bouchon chaussent leurs bottes pour se balader en ville. 17 maisons sont touchées, les caves remplies d'eau. Jamais un tel phénomène n'avait frappé la commune et ça n'est peut-être pas fini. On va rester sur des niveaux de nappe relativement élevés avant de débuter l'année hydrologique prochaine. Donc il risque en effet d'y avoir des problèmes peut-être plus sérieux l'année prochaine. Tout va dépendre en réalité des précipitations qui débuteront à partir de septembre-octobre 2001. Les 140 habitants de Bouchon supportent de moins en moins bien cette eau qui envahit tout. Et ici, personne ne s'attend à un décrue à court terme. Quand on voit ça, on se dit qu'on va tout perdre et puis qu'on ne peut pas lutter, quoi. On lutte pas contre l'eau, hein. Feu, vous luttez, l'eau, non, hein. Bouchon vient d'adhérer à l'association des communes sinistrées de Picardie. L'objectif, faire pression sur les assurances et accélérer les indemnisations. Mais encore faut-il que l'eau se retire afin d'évaluer les dégâts. Le responsable d'une société de négoce et de fabrication d'aliments pour bétail mis en examen pour tromperie et introduction sur le territoire national de produits nuisant à la santé de l'homme et de l'animal. Cette société est en effet soupçonnée d'avoir mis sur le marché des farines à risque après leur interdiction en 1996. Enquête Loïc de la Mornay et Raymond Chaplard. Il y a quelques heures, ici, au pôle financier à Paris, Youssef Chataoui, homme d'affaires libanais de 42 ans, a été mis en examen pour tromperie et introduction sur le territoire national de produits de nature à nuire à la santé de l'homme. PDG de la société EFI, une entreprise de fabrication d'aliments pour bétail, il est peut-être le premier d'une longue liste de responsables soupçonnés d'avoir organisé un vaste trafic de farines animales. L'histoire débute à Anvers, en Belgique, en 1996. Des inspecteurs du ministère de l'Agriculture découvrent dans un entrepôt de la société EFI que des milliers de tonnes de farine importées de France sont ici mélangées à d'autres. 20% de ce stock repart vers la France avec une étiquette française. 80% est exporté vers le Moyen-Orient sous étiquette belge. Quel serait l'intérêt de la manœuvre? Blanchir des farines composées de matériaux à haut risque. Celles-ci, faites de tissus comme le système nerveux ou la rate, sont hautement contaminantes et doivent être obligatoirement brûlées. Vendre ces farines, destinées normalement à être détruites, serait donc financièrement très juteux. La découverte de ce trafic serait une preuve que la contamination de bovins, née après toutes les mesures d'interdiction de farines animales, n'est plus une énigme scientifique. La vérité est sans doute beaucoup plus simple. On n'a jamais montré non plus qu'il y avait une contamination de l'environnement qui pouvait se révéler dangereuse. Donc allons déjà chercher les risques que l'on connaît. C'est-à-dire les fraudes. C'est-à-dire une fraude sur les farines. Pendant 4 ans, la société EFI ne sera pas inquiétée. Il faudra attendre la plainte d'un éleveur en février dernier pour retracer le circuit de contamination. Sa vache, née en 1997 et morte de l'ESB de manière inexpliquée, avait mangé des farines EFI. La nuit prochaine, cela fera 15 ans, jour pour jour, que le cœur atomique du 4e réacteur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine explosait. Le combustible nucléaire brûla pendant 10 jours, expulsant des millions de radioéléments. Le bilan soviétique de l'époque fut de 31 morts et 237 blessés, mais des données non officielles font état aujourd'hui de 15 à 30 000 tués. Le nuage radioactif issu de Tchernobyl passa sur la France. À l'époque, on minimisa ce passage. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, demande une étude épidémiologique sur un accroissement des cancers de la thyroïde. Et puis, les scientifiques continuent de s'interroger sur l'état actuel de la contamination, ainsi en Corse. Reportage Hélène Vergne et Diane Richard. Ce prélèvement de terre permettra-t-il de connaître la vérité ? 15 ans après la catastrophe de Tchernobyl, l'État lance une campagne de mesure de la radioactivité en terre corse, qui fut soi-disant épargnée par les retombées du nuage. Selon des experts, cette terre serait au contraire encore largement contaminée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le résiduel de Tchernobyl. Ça veut dire qu'en 86, il y avait 10 fois plus de radioactivité, et en particulier de l'iode 131. Et de cet iode 131 peut aujourd'hui être un élément qui a permis l'apparition de tous ces cancers de la thyroïde.
Or, la radioactivité est une des causes connues du cancer de la thyroïde. Le poison, lui, est toujours là, en petite quantité, mais présent partout. Ces légumes du jardin, Constantin Mazia n'en mange plus, persuadé que son cancer est lié à Tchernobyl. Ça, c'était surtout une maladie de femmes, qu'on disait avant. Hein. Mais là, le nombre d'hommes qui ont la thyroïde, que ce soit cancéreux ou pas, hein, c'est incroyable, quoi. Je n'ai pas du tout l'intention d'attaquer qui que ce soit. Je souhaite simplement que ça ne se reproduise pas. Parce qu'outre mon mari, je vous dis, j'ai des petits-enfants qui ont vécu ici. Je me demande si dans 10 ou 15 ou 20 ans, on va pas leur trouver quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, on n'a rien fait pour eux. Personne ne sait aujourd'hui combien de Français sont concernés. Ils sont en tout cas suffisamment nombreux pour avoir obtenu de l'État une enquête épidémiologique. Une première, alors même que les experts restent persuadés que le risque sanitaire n'est pas prouvé. La fréquence du cancer de la thyroïde en France augmente. Elle augmente depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire bien avant l'accident de Tchernobyl, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, pour des raisons qui ne sont manifestement pas liées à l'accident de Tchernobyl. Les autorités sanitaires de l'époque ont masqué la réalité. Celles d'aujourd'hui ne peuvent faire l'économie de la vérité. 15 ans après l'accident, tout est préférable à l'incertitude. C'était aujourd'hui le 53e anniversaire de la création de l'État d'Israël, mais les violences ne permettent pas des célébrations enthousiastes. Nouvelle violence, 3 Palestiniens ont été tués, 6 blessés il y a quelques heures dans l'explosion d'une charge apparemment actionnée à distance par des soldats israéliens à Rafah, la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Le bouclage des territoires palestiniens a été temporairement renforcé et au jour le jour, la population israélienne reste très prudente, très suspicieuse, notamment lorsqu'elle utilise les transports en commun. Reportage de nos correspondants Charles Anderlin et Alon Grégo. Sécurité oblige au terminus avant de repartir. À vie, le chauffeur vérifie minutieusement son autobus. Tout paquet, tout objet suspect doit être immédiatement signalé à la police. Je regarde tout le temps autour de moi, à droite, à gauche. Je fais attention. Qui monte, qui descend, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'arrive rien. La fréquentation n'a pas baissé sur cette ligne du centre de Tel Aviv, même si des passagers avouent franchement éprouver une certaine inquiétude. J'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr que j'ai peur. Après chaque attentat, j'ai des angoisses. Chez moi, toute la famille se déplace en bus, alors je suis plus inquiète pour les autres que pour moi-même. Surtout pour les enfants, qu'ils arrivent sains et saufs à la maison. C'est pas facile, mais il faut continuer. Devant le centre d'Isengoff, Avi se souvient. En 1996, un attentat suicide avait fait ici 14 morts. Un peu plus loin, en 1994, là, un kamikaze s'était fait sauter dans le bus numéro 5. Il y avait eu 23 morts. J'ai parfois des frissons quand j'y pense, mais vous savez, on passe ici tous les jours, pourvu qu'il ne se passe rien. Parmi les passagers, il y a aussi ceux pour qui un voyage en bus est presque un acte politique. Il n'y a pas tellement d'attentats contre les bus pour que nous ayons peur. Et puis nous devons garder le moral, il ne faut pas se laisser aller. C'est dans cette atmosphère tendue qu'Israël fête ce soir le 53e anniversaire de son indépendance. La déchéance pour l'ancien président des Philippines, Joseph Estrada. 3 mois après avoir dû quitter le pouvoir sous la pression de la rue et de l'armée, Joseph Estrada a été arrêté pour corruption et mis en prison. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Nom Joseph Estrada, âge 64 ans, profession président déchu de la République des Philippines. Au quartier général de la police de Manille, on fichait donc ce matin le citoyen Estrada, accusé du détournement de 600 millions de francs de ressources publiques. Sa libération sous caution est exclue. Joseph Estrada risque la peine de mort, une première aux Philippines. Et les quelques centaines de manifestants mobilisés par ses partisans ou ses acolytes dans les milieux de jeux de hasard tenteront vainement d'empêcher son arrestation. Un raz-de-marée avait porté à la présidence en 1998 cet acteur de série B, Misoro Casanova, qui avait juré d'être le Robin des Bois des bidonvilles. En 3 ans de pouvoir, Zorro a pris le tour de taille du sergent Garcia grâce au dollar des réseaux mafieux. Les parlementaires, l'église, l'armée, la rue puis les tribunaux ont décidé que la comédie avait assez duré.
Les présidents du Gabon, du Congo-Brazzaville et du Tchad ont été déboutés de leur action judiciaire par un tribunal français. Action entamée contre François-Xavier Verschave, auteur de ce livre, du livre Noir Silence, qui arrêtera la France-Afrique aux éditions Les Arènes. L'auteur de ce livre accuse ses présidents de crimes et de corruption dans une très longue enquête, très argumentée. À Grenoble, devant le tribunal correctionnel, l'unique prévenu du procès de la secte de l'ordre du Temple solaire, Michel Tabachnik, a eu l'occasion pour la première fois de s'expliquer. Long témoignage sur sa fréquentation du gourou de la secte. Pour Michel Tabachnik, qui avoue s'être laissé attirer dans un monde utopique. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan et Guillaume Fautra. Michel Tabachnik n'en peut plus. Après 8 heures d'interrogatoire, les larmes aux yeux, énervé, il s'insurge. Comment aurais-je pu être au courant de ces massacres, dit-il, alors que mon ex-femme y est morte? Je suis un assassin, c'est ça qu'on veut me faire dire? À l'issue d'une audience peu maîtrisée, le président pose la question essentielle. On ne comprend pas que vous n'ayez pas réagi, pas manifesté de désaccord. Le prévenu insiste, je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer. Michel Tabachnik se présente comme un adepte de l'OTS qui a été utilisé, manipulé, trompé. J'y ai cru, dit-il, j'ai la rage, mais si j'avais appris plus tôt ce qu'il en était, j'aurais fait un scandale. Michel Tabachnik, victime de l'OTS, une défense qui n'est guère du goût des partis civils. C'est prendre le tribunal pour un imbécile que de vouloir nous faire croire qu'il est lui-même un imbécile, car ces heures très longues d'audition montrent l'intelligence extrême de cet homme, sa culture extrême, sa lucidité extrême. Au bout de 7 jours d'audience, les magistrats semblent peiner pour établir un lien évident entre les écrits de Michel Tabachnik et les massacres de l'OTS. Le prévenu semble lui-même s'y perdre. Ma difficulté là-dedans, dit-il, c'est de me situer. Et les victimes ont le sentiment ce soir d'avoir assisté à un rendez-vous manqué. Après plus de 2 années d'enquête judiciaire, le travail du juge d'instruction chargé de l'affaire des emplois présumés fictifs de la MNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, ce travail est terminé. Une 50aine de personnes ont été mises en examen. La MNEF aurait subi un préjudice d'un peu moins de 12 millions de francs. Mais il y a une autre instruction en cours. Elle concerne les conditions de la liquidation de la MNEF. Explication Olivier Caroff. La surprise, puis la colère. C'était en septembre dernier. Les 700 salariés de la MNEF venaient de comprendre que leur mutuelle allait être liquidée purement et simplement. Motif officiel, pas assez d'argent dans les caisses. Pas du tout répondre aux questions. À l'époque, la MNEF était dirigée par 2 administrateurs provisoires nommés par l'État, Gérard Merle et ici Philippe Borga. Ils n'ont jamais voulu s'exprimer publiquement. La justice pourrait maintenant leur demander des comptes. Depuis plusieurs mois, le juge Éric Alphen enquête sur une nouvelle affaire MNEF. L'ancien dirigeant d'une filiale a porté plainte. Il présidait la MIF, une petite sœur marseillaise de la MNEF. Les administrateurs provisoires avaient d'abord estimé cette mutuelle à 1,5 million, puis brutalement à 1 franc. J'ai demandé les raisons de cette diminution. On a refusé de me les donner. Monsieur Merle et Monsieur Borga n'ont jamais voulu vous dire comment ils calculaient. Ils n'ont jamais voulu le dire, ce qui me conduit à penser qu'il y avait probablement des ordres pour qu'ils se conduisent non pas comme des administrateurs provisoires, mais comme des liquidateurs. Une note confidentielle de l'administration accrédite cette thèse. Elle est datée du mois de mars 2000. Elle avertit les autorités qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre la MNEF. Autrement dit, la MNEF a encore trop d'argent pour être liquidée. Selon cette ancienne trésorière, les administrateurs provisoires ont alors bradé ce que possédait la mutuelle. Une centaine de postes informatiques, des imprimantes et une dizaine ou une douzaine d'ordinateurs portables ont été vendus par M. Borga, administrateur provisoire de la MNEF, pour 600 francs. Non pas un ordinateur, mais le tout. 3 francs l'ordinateur. Tant mieux pour celui qui les a rachetés. Mais dommage pour la mutuelle des étudiants. Née sur les décombres de la MNEF, elle a repris les locaux et une partie du personnel, mais l'argent de la MNEF, elle ne l'a jamais vu. Le paludisme est un fléau qui tue chaque année 1 million de personnes dans le monde. 9 victimes sur 10 sont en Afrique noire. C'était aujourd'hui une journée africaine, la première du paludisme, avec une conférence de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Commentaire Anne Guéry. Un enfant de plus. Un de plus qui agonise. En Afrique, toutes les 30 secondes, c'est un petit de moins de 5 ans qui succombe au paludisme. Cette année, la maladie en a tué 700 000. Cela s'appelle une épidémie. Son terrain de prédilection, l'Afrique, qui concentre 90% des cas de mortalité dans cette ceinture orange. 12 pays sont particulièrement touchés car la contamination y est constante.
C'est là que prolifèrent les moustiques prédateurs, ces moustiques qui, en piquant un individu, lui transmettent des parasites du paludisme. Le problème, c'est que ces parasites sont de plus en plus résistants aux médicaments les plus courants. Seul un vaccin pourrait en venir à bout, mais pour les chercheurs, ce vaccin est un vrai casse-tête. Les parasites sont des agents qui changent lors de leur multiplication, qui ont donc des antigènes multiples, qui sont des substances, si je puis dire, complexes. Et donc trouver un vaccin efficace, réellement efficace contre toutes les formes de ce parasite est extrêmement difficile. D'autres spécialistes estiment que tout n'a pas été tenté pour endiguer l'épidémie, notamment en matière de prévention, par exemple en utilisant des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Bref, c'est aujourd'hui toute une communauté internationale qui reconnaît avoir considéré jusqu'à présent ce fléau, sans doute avec trop de légèreté. Le gouvernement japonais vient d'autoriser le groupe de télécommunications NTT à commercialiser la version pour téléphonie fixe du service de connexion permanente à Internet, un service déjà existant pour les téléphones mobiles japonais. Et c'est peu dire que ce service a du succès, comme le rapportent maintenant nos envoyés spéciaux Laurent Bailly et Frédéric Pasquette à Tokyo. Tokyo, 10 millions d'habitants et une soif féroce de communiquer. Ici, c'est le paradis du téléphone portable, devenu indispensable à 65 millions de Japonais. Car depuis 2 ans, ils peuvent aussi se connecter à Internet depuis leur mobile. Ici, on appelle ça le iMode. Le jeu, l'achat en ligne et surtout l'échange d'emails. Les Japonais en raffolent, jusqu'à l'excès. Bon, je viens d'envoyer un mail à ma copine qui est dans le métro pour lui dire que je l'attends à la cabine téléphonique et pas à la station de métro. En fait, je me suis fâché avec des amis. Alors j'envoie un email pour m'excuser, parce qu'il y a des choses qu'il est difficile de dire par téléphone. Une entreprise règne sur ce marché de 55 milliards de francs, c'est Docomo. Ici, la star, c'est lui, l'inventeur du iMode, le père aussi du téléphone de 3e génération, qui ne sera pas lancé en Europe avant fin 2002. Nous, on va lancer ce téléphone de 3e génération dès le mois de mai au Japon. Et la question ne se pose pas de savoir si nous voulons devenir le leader mondial. Nous sommes déjà le leader mondial. Ici, les boutiques Docomo foisonnent. Elles prendront pied en Europe sans doute l'an prochain. Et le sumo des télécoms, lui, voit l'avenir en rose. Vidéotéléphonie, télésurveillance, portefeuille électronique, mais aussi vidéoconférence, toutes les applications Docomo y a pensé, le guidage satellite et tous les objets qui communiqueront entre eux. On n'ose même plus parler de téléphone. Docomo rêve d'un monde dont toutes les activités seraient régies par sa technologie. Coopération culturelle franco-marocaine autour de Carmen de Bizet. La compagnie nationale française Opéra Éclaté et l'Institut français de Marrakech offrent actuellement une Carmen arabo-andalouse dans plusieurs villes du Maroc avant de le proposer en France à partir du 13 mai prochain. Reportage au Maroc de Michel Strulovici et Patrick Voix. La fascination, c'est tout l'art du cobra. C'est aussi l'arme de Carmen. Sous le soleil de Marrakech, la séductrice mythique de l'opéra le plus représenté au monde prend des couleurs inédites. Et la partition s'enrichit de nouvelles sonorités. Un métissage musical qui transforme Carmen tout à la fois en andalouse, arabe et méditerranéenne. Mais quel qu'en soit le rythme, Carmen, c'est un hymne à la passion. Il n'a jamais connu de roi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Et cette version arabo-andalouse met en valeur la sensualité de l'opéra de Bizet.
Mon époque, elle est à des rencontres, à la curiosité d'autres. Et là, j'ai eu des curiosités et des rencontres exceptionnelles avec des musiciens marocains. Et ça a créé une opportunité. Il se trouve qu'en plus, la musique de Bizet rejoint assez facilement la musique andalouse. Et donc, ça a été un mariage heureux. Cette Carmen, transplantée au cœur de la Médina, engage l'œuvre dans une voie originale. Un rapprochement musical réussi entre les cultures. Carmen arabo-andalouse à partir du 13 mai en France. Du sport au championnat du monde de tennis de table à Osaka au Japon. L'équipe de France affrontera demain la Corée du Sud en quart de finale. Les échanges pongistes sont parfois exceptionnels. Vous allez le voir. Regardez bien, cela dure 29 secondes très exactement. Je veux seulement vous dire que le Belge Philippe Sèvres en rouge est au fond et il défend face au Hollandais King. Regardez l'échange, le temps 29 secondes et il renvoie, et il attaque, et il renvoie. Eh bien, il était temps, on arrive à la fin du journal. Voilà, je vous rappelle deux actualités que nous avons développées dans cette édition. Tout d'abord, le choix du gouvernement pour renforcer la sécurité quotidienne. On propose de nouvelles restrictions aux ventes d'armes, grogne des armuriers. Et puis des milliers d'actionnaires du groupe suisse SR Group, détenant AOM, Air Liberté et Air Littoral, réunis en Assemblée Générale pour constater des pertes inquiétantes. 2 mois seulement pour AOM, Air Liberté et Air Littoral, 2 mois de sursis. Dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet, puis l'Instit avec Gérard Klein, ça se discute avec Jean-Luc Delarue, minuit 45, Laurence Piquet avec le dernier journal de la rédaction, suivi des mots de minuit, magazine de Philippe Lefebvre. Demain à 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir, merci.